Donc, la dernière fois, nous avons parlé surtout nous avons justement parlé un peu des mécanismes à la source des tremblements de terre profonds pour dire qu'ils ressemblaient beaucoup à ceux des tremblements de terre superficiels et qu'en particulier, il n'y avait pas de composante isotrope, donc qui pourrait correspondre à un changement de volume associé à ces séismes profonds. Alors, pour reprendre, quand on s'intéresse à ces séismes profonds et ceux qui pourraient les provoquer, puisqu'ils ne sont pas dans le régime de température et de pression dans lequel on pourrait s'attendre à ce que la roche casse, on s'attend à ce que la roche s'écoule doucement, de manière plastique. Et la première chose à laquelle on avait pensé, c'est les transitions de phase. C'est que ces séismes pourraient être liés aux transitions de phase qui se produisent en fonction de la profondeur et de la pression, donc de la pression et de la température dans le manteau, et en particulier la transition de phase ici entre l'olivine et sa forme plus compacte, la spinelle, qui se produit en général à environ 410 km de profondeur, donc en moyenne sur la Terre. Et donc la possibilité, on avait exclu le fait que ce soit directement la transition de phase qui provoque le séisme, parce que comme il y a un changement de volume, une diminution de volume, on s'attendrait à ce que les séismes présentent une composante isotrope, donc une composante d'affaissement ou de compression dans toutes les directions. Or, ça, on ne l'observe pas. Mais ceci dit, on a donc vu qu'il a été proposé d'autres mécanismes dont je vous ai parlé d'un en particulier qui permettrait éventuellement d'expliquer ces séismes profonds. Commencer ou engendrés par la transition de phase, mais impliquant un phénomène en plus, quoi. Donc, ce dont je vous avais parlé, c'était l'idée de Green, qui était les mécanismes en anti-crack, hein, avec un effet quand la transition de phase se produit, la spinelle se met dans des petites lentilles entre quand le matériau formé d'olivine, et que donc les conditions de contrainte provoquent alors les séismes. Pour les séismes intermédiaires, donc ici je vous rappelle la distribution en fonction de la profondeur des séismes, du nombre de séismes ici, donc en échelle logarithmique, en fonction de la profondeur, avec deux régions différentes. Donc les séismes qu'on appelle les séismes intermédiaires, dont le nombre diminue exponentiellement avec la profondeur jusque vers 300 km de profondeur. Ensuite, un minimum, et puis ça reprend avec un maximum autour de 600 km de profondeur. Et donc, autant on peut imaginer que les séismes profonds sont liés d'une façon ou d'une autre à ces transitions de phase dans la zone de transition du manteau, donc en particulier l'olivine qui se transforme en spinelle ici à 400 km de profondeur, qui pourrait exister sous forme métastable à plus grande profondeur, dans une langue qui se rétrécit avec la profondeur, mais qui pourrait atteindre la profondeur des séismes les plus profonds qu'on a observés, qui sont de l'ordre de 680 km de profondeur. Donc c'est une hypothèse qui est encore, considérée. Par contre, pour les séismes de profondeur intermédiaire, il est difficile d'invoquer cette transition de phase qui ne se produit pas tellement au-dessus, ne commence que vers 400 km de profondeur. Donc il faut certainement trouver une autre raison ou une autre transition de phase éventuellement pour ces séismes intermédiaires. Alors, j'avais commencé la dernière fois de vous parler d'une autre observation importante pour ces séismes intermédiaires, et donc aujourd'hui on va surtout parler de ces séismes intermédiaires, et qui est la présence de zones sismiques doubles de Wadati-Betnev. Donc, une observation qui avait été faite au départ au Japon, où il y a toujours eu plus de stations d'observation, et le Japon étant
juste situé au-dessus d'une zone de subduction. Et donc non seulement on avait pu observer ces plans, plans inclinés suivant lesquels se produisaient ces séismes. Je vous avais parlé la première fois des études de Wadachi qui avaient mis ces plans en évidence, cette distribution très particulière des séismes avec la profondeur, qui ensuite avait été mise en relation avec les plaques plongeantes, sous la plaque océanique replongeant sous le Japon. Mais en plus, ça n'est pas juste un plan ou juste, disons, une zone, mais il y a une séparation très nette entre deux zones. Donc ici, on les voit en coupe. C'est en coupe en fonction de la profondeur, entre 0 et 250 km de profondeur, à travers, ici, c'est cette région-là qu'on appelle B, donc à travers le milieu de la partie nord de Honshu, qu'on appelle le Tohoku. Et vous voyez qu'on a deux zones séparées d'environ 25 km ici, si on regarde l'échelle de distance, qui semblent se rapprocher avec la profondeur. Alors ceci a été possible à partir du moment où on a pu localiser les séismes de manière précise et donc remplacer un nuage de points par ces plans bien définis. Alors, donc ça, mise en évidence dans les années 70. Ici, ah oui, j'avais juste noté que ces plans, celui-ci, vous voyez ici la plaque qui plonge, la fosse est quelque part ici. Le plan du supérieur, on va le voir, est près de la surface de la plaque plongeante. Par contre, le plan inférieur, on va le voir aussi, j'anticipe, est dans le manteau de la plaque. Le bord inférieur de la plaque, on peut le dessiner, elle a environ 100 km d'épaisseur, et on peut le dessiner plus ou moins comme ça. Je l'ai mis en pointillé simplement pour donner une impression, pour bien voir que ce plan de séisme-là est situé dans l'intérieur de cette plaque en subduction. Alors non seulement il y a ces deux zones de séisme, donc bien sur deux plans, parce que les plans, on peut les continuer dans la direction parallèle à la fosse. On les voit ici seulement en coupe de profondeur. Et en plus, ils avaient aussi observé que les mécanismes au foyer de ces séismes étaient différents dans la zone du dessus, ici indiquée schématiquement par ces hachures-là, et dans la zone inférieure. Alors, c'est peut-être pas très très clair comment on lit. Bon, ça c'est toujours les projections stéréographiques sur l'hémisphère inférieur du diagramme de radiation justement de ces séismes avec les deux plans nodaux qu'on voit dessiner ici. Et on voit bien peut-être pas très clairement, mais on voit que le mécanisme des séismes superficiels comme B et C ici se ressemblent, avec souvent l'axe de tension, l'axe donc de tension donc au milieu du dessin. Donc ce sont des séismes de faille inverse. Si on le dessinait avec la convention que je vous ai donnée au début du cours, vous auriez ici du noir et le blanc à l'extérieur, donc une faille inverse. Ce sont des failles inverses d'un régime de compression. Et par contre, sur la zone inférieure, on voit donc des mécanismes avec les couleurs sont inversées. Maintenant, on a l'axe de compression au milieu ici, avec cette zone-là qui serait dessinée en blanc. Et là, il y aurait du noir dans la convention que je vous ai montrée au début du cours. Donc, on reconnaît là des séismes en extension. Donc, un régime de contraintes différents dans la zone supérieure et dans la zone inférieure. Et ceci a été rapidement interprété comme pouvant être dû au fait que la plaque, ici, quand elle plonge, elle se plie, elle change de direction, donc elle se plie. Et
Donc ça va engendrer un certain nombre de contraintes, en particulier des failles normales ici au moment où elle se plie. Et puis ensuite, elle se redresse, puisque les plans, et d'ailleurs la tomographie le montre aussi, dans le domaine de profondeur jusqu'à 200-300 km, la plaque s'est redressée. Et donc ce redressement de la plaque va provoquer des contraintes qui vont être compressives dans la partie supérieure et en extension dans la partie inférieure de la plaque. Donc c'est l'interprétation qu'on en a donnée. Ensuite, il y a eu des études plus approfondies qui ont montré qu'on voyait ça non seulement au Japon, mais dans d'autres régions. Ici, un exemple d'une étude de Kawakatsu dans la zone de subduction de Tonga. Donc là, on a encore une coupe. Et cette fois-ci, pour porter un peu plus à confusion, les dessins, les projections ne sont pas sur un plan horizontal, mais sur le plan vertical, donc dans le plan du dessin, dans le plan de ce dessin qui est donc une coupe verticale de 0 à 350 km de profondeur. Ici, la distance perpendiculaire à la fosse. Et en noir, les séismes de la zone supérieure qui sont en compression, et en blanc, les séismes de la zone inférieure qui sont en extension. Quand ils sont dessinés sous cette forme-là, les diagrammes ressemblent à des diagrammes de failles décrochantes, mais on voit la direction de l'axe de compression ici, qui est dans la direction du pendage de la plaque. Et par contre, pour ceux d'en dessous, c'est l'axe des tensions qui est le long de la plaque. Donc on voit bien cette différence dans les mécanismes, qui est ici reproduite sans les mécanismes au foyer. On voit très bien une cohérence donc, avec la compression au-dessus et la dilatation, extension au-dessous. Et donc, Kawakatsu en particulier fait le calcul que par le redressement de la plaque, il peut calculer la vitesse de déformation associée, et il trouve des vitesses de l'ordre de 10 puissance moins 16, 10 puissance moins 17 par seconde. C'est la vitesse de déformation. La déformation n'a pas d'unité. La vitesse de déformation, c'est des secondes moins 1. Et ceci calculé pour une plaque de 100 km d'épaisseur, donc simplement un calcul mécanique de vitesse de déformation pendant le redressement, et en considérant la plaque élastique. Et ça, c'est un nombre tout à fait raisonnable pour expliquer la présence, pour mettre en relation avec la présence de séismes et leur magnitude dans cette région. Il y avait d'autres idées proposées qui étaient des effets thermoélastiques, mais pour cela, les vitesses de déformation auraient été beaucoup trop faibles, d'un ordre de grandeur plus faible, et donc n'expliqueraient pas la sismicité. Donc voilà à cette époque-là. Ensuite, il faut, bien sûr, la question suivante qui s'est posée, c'est de savoir on voit bien que la zone inférieure est à l'intérieur de la plaque, mais la zone supérieure, est-ce qu'elle est au-dessus, est-ce qu'elle est sur la bord de la plaque, ou est-ce qu'elle est en dessous, et où exactement? Alors dans cette étude ici, donc ces chercheurs japonais, ces sismologues japonais, ont regardé encore au Japon, donc ils ont ici des stations indiqués par tous ces symboles, les cercles, les triangles et puis les croix. Et dans certaines de ces stations, donc ici encore une fois, il faut s'imaginer la fosse ici au large du Japon, dans à peu près cette direction-là, c'est toujours la région de Tohoku. Et ils observent sur certaines de ces stations, très spécifiquement celles qui sont marquées par des gros symboles, là, les cercles et les triangles, dans leur sismogramme, ils ont la première arrivée, qui est donc l'onde de compression, l'onde P, qui provient des séismes de profondeur intermédiaire. Ensuite, l'onde S, mais entre l'onde P et l'onde S, ils voient apparaître de l'énergie qu'ils appellent X, parce qu'au départ, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Et ils essayent de comprendre d'où pourrait provenir cette phase, à quoi elle pourrait correspondre. Alors, pour cela, ils essayent différents modèles, et ils trouvent
que cette phase, en fait, ici on a l'onde directe P, hein, qui part de la source quelque part à profondeur intermédiaire et qui donc se dirige directement vers la station. Ici, elle est réfractée au moment de traverser la croûte sous la station. Et par contre, et donc la vitesse S, l'onde S va parcourir un trajet similaire, pas tout à fait le même, puisque les vitesses des ondes P et des ondes S ne sont pas les mêmes, mais ils arrivent à expliquer cette phase X comme une phase qui a été réfractée à la base d'une zone à faible vitesse, ici qui est indiquée par la bande pointillée. Et cette zone, cette phase, donc ils font intervenir, ils introduisent dans leur modèle une couche à faible vitesse, suivie plus profondément dans la plaque de vitesse plus élevée, ce qui permet la propagation de cette onde, comme on a des ondes PN par exemple qui se propagent juste à la base de la croûte dans une géométrie où la source serait ici et la station là. On observe ça très souvent, donc c'est la même chose, mais on est maintenant dans une géométrie inclinée et donc sur la plaque. Et donc cette onde finit par se rechanger de direction et être observée à la station. Et elle est convertie donc à la face supérieure de cette zone de faible vitesse en onde S. Et ce qui explique qu'elle arrive avant l'onde S, hein, puisqu'elle s'est propagée une partie du temps comme onde P avec un trajet un peu plus long, et ensuite comme onde S qui est plus lente, donc juste sous la station. Et donc leur modèle leur permet disons, de déterminer que la zone de sismicité supérieure de cette zone double de séisme se trouve dans une zone de faible vitesse, donc tout juste à la limite supérieure de la plaque en subduction. Alors ici, on montre un peu leur modèle tout simple. Vous avez des vitesses relativement faibles dans le coin mantélique au-dessus de la plaque et aussi une atténuation forte, un facteur de qualité faible qui correspond à une atténuation forte des ondes. En dessous de la plaque, c'est aussi le manteau, c'est aussi la sténosphère. Vous avez la sténosphère des deux côtés, donc vous avez des vitesses relativement lentes. La plaque, en général, est une zone de vitesse rapide, comme on le voit dans les modèles tomographiques que je vous ai montrés déjà, où vous voyez ces zones de subduction apparaître en couleur bleue, qui indiquent des vitesses plus rapides que la moyenne, et donc une atténuation faible, mais avec cette zone à faible vitesse tout au-dessus. Alors, ils estiment aussi que cette zone à faible vitesse la vitesse est de moins 6% inférieure à la vitesse dans le manteau environnant et que la plaque elle-même est une vitesse de plus de 6% par rapport au manteau environnant qui est représenté par, disons, la sténosphère ici des deux côtés de la plaque. Donc, un contraste à la base de cette zone à faible vitesse assez important, 12%, c'est assez important en ce qui concerne des contrastes de couches en sismologie. Donc voilà. Bon, je manquais de dire qu'est-ce qu'étaient les croix ici. Ce sont les stations auxquelles ils n'ont pas observé ces phases, et donc la géométrie ici leur a permis de bien contrôler et de bien identifier les trajets des phases qu'ils observaient. Alors, ils ont donc montré, encore une fois, plus tard, que d'une part, la limite supérieure de la plaque était donc juste au-dessus de la zone de sismicité supérieure. La zone de sismicité inférieure est elle-même
n'est pas dans la croûte, parce que la croûte océanique ici n'a que 5-6 km d'épaisseur. Or, cette distance entre les deux zones est supérieure à 5 ou 6 km, elle est plutôt de l'ordre de 20 à 25 km. Et donc ils ont conclu que la zone de sismicité supérieure est dans la croûte, la zone de sismicité inférieure est dans la lithosphère, donc dans la partie mantélique de la plaque. Et donc ici, un petit dessin, il propose que cette zone à faible vitesse pourrait être liée à une zone de déshydratation disons, des roches basaltiques, disons, quand elles s'enfoncent dans le manteau et pour ensuite, à plus grande profondeur, devenir la phase qu'ils appellent l'éclogite. Alors, voilà. Donc, maintenant, on saute quelques 15 ans plus tard. On a des informations, des localisations sismiques beaucoup plus précises et donc qui permettent d'apporter des informations supplémentaires. Ici, c'est une étude de Kita et encore des Japonais donc en 2010 qui montre donc la zone de sismicité supérieure ici où les séismes sont indiqués en rouge, juste en dessous de l'interface de la plaque qui plonge. Le MOO, c'est-à-dire la limite croûte-manteau dans la plaque, donc le MOO océanique, il s'agit de la plaque océanique qui plonge, et plus en dessous, donc à 20 ou 25 km plus profond, en bleu, la zone de sismicité inférieure. Mais avec ces données plus précises, ils sont aussi capables de déceler que la zone entre les deux n'est pas complètement dépourvue de séisme, et au moins dans sa partie supérieure, jusque vers 100 km de profondeur, mais ils en voient aussi plus profond ici, et quelques-uns donc à des profondeurs intermédiaires, qui donc une faible sismicité de faible magnitude. Ce sont des petits séismes, mais ils existent quand même donc dans cette zone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça leur permet aussi, en regardant les mécanismes des séismes, donc en compression en général dans cette zone-là et en dilatation, en extension dans cette zone profonde, ça leur permet de cartographier les contraintes associées et donc de définir un plan neutre, un plan où s'inversent les contraintes. Les contraintes passent de contraintes de compression dans la direction du plongement de la plaque à des contraintes de dilatation dans la zone plus profonde. Et donc ils font ça dans plusieurs régions. Ils font ça sous l'île de Hokkaido, ici au nord du Japon, qui est indiqué ici, qui est cette coupe-là, et puis au nord du Japon, donc un peu plus au sud dans cette petite carte qu'on ne voit pas ici. Et ils observent une différence entre l'écartement des zones de séisme, donc de la zone supérieure et de la zone inférieure, plus écartée dans la zone de Tohoku, avec un plan nodal situé au milieu ici, alors que dans Hokkaido, ils ont une zone plus étroite et un plan nodal plus proche de la zone un plan neutre, je voulais dire, pas un plan nodal, un plan neutre pour ce qui est des contraintes dans la région de Hokkaido. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont regardé certains séismes forts, donc ici, un magnitude 7,8 en 1993, un gros séisme qui a eu lieu donc à 100 km de profondeur, pour lequel on a pu déterminer la zone de rupture, qui est indiquée ici en coupe, donc par les pointillés noirs, et un autre ici qui a une profondeur de 70 km qui correspondrait à une localisation dans la zone supérieure, donc celui-là dans la zone inférieure, celui-là dans la zone supérieure, en pointillé blanc, la zone de rupture déterminée avec le sens du mouvement qui est indiqué par les flèches dans les deux cas. Celui-ci est à magnitude 7,1 de 2003.
Et on voit que ces séismes, la zone de rupture n'a pas, couvre uniquement l'épaisseur de la zone de sismicité dans les deux cas. Ici, la zone de sismicité supérieure et ici, la zone de sismicité inférieure, mais elle ne traverse pas ce plan neutre qui indique que disons, cette cartographie des contraintes est importante, disons, pour ce qui est de l'environnement de ces séismes. Alors, ici, c'est encore disons, une façon de voir que ce plan neutre est localisé différemment dans Tohoku et dans Hokkaido. Cette distance ici, c'est la distance à partir du bord supérieur de la plaque. Donc 0, ça c'est le bord supérieur de la plaque. Et on regarde par-dessus la plaque, la distance vers l'intérieur de la plaque et le nombre de séismes qu'on observe donc, dans le plan supérieur et dans le plan inférieur de sismicité, avec la position de cette inversion d'un système de compression en un système d'extension. Et vous voyez cette différence entre les deux zones qui sont pourtant assez rapprochées l'une de l'autre, puisque ici on est à Hokkaido, ici on est à Tohoku, c'est juste 500 km de distance horizontale. Et donc ils interprètent ça, alors ils interprètent ça d'une manière intéressante. Ils regardent quelles peuvent être les autres contraintes qui existent dans la plaque et ils vont regarder quel est l'état thermique, disons les propriétés thermiques de la plaque dans ces deux zones. Et donc, ils vont expliquer ça. Alors, ce que les géodynamiciens aiment bien, disons, assigner un facteur phi qu'ils appellent le paramètre thermique de la plaque. Ce facteur phi que je n'ai pas défini est le produit de l'âge de la plaque. J'avais ça dans un dessin, mais je ne l'ai pas montré. C'est le produit de l'âge de la plaque au moment de la subduction, donc quand elle arrive à la fosse, et par la vitesse projetée sur la direction verticale d'avancée de la plaque. Donc ça donne des chiffres donc assez grands, mais qui vont varier suivant que la plaque est vieille et donc plus froide, et suivant qu'elle va plus vite ou moins vite. Et quand on détermine ce paramètre thermique pour la zone de Hokkaido, on trouve un paramètre moins fort que celui pour Tohoku, en particulier non pas à cause de l'âge différent de la plaque, mais à cause de la direction différente de plongement qui est oblique dans Hokkaido, alors qu'elle est plus... c'est la plaque pacifique ici, qui plonge plus, disons, perpendiculairement à la fosse à Tohoku et oblique dans la région de Hokkaido. Et ils associent ça à la bande d'olivine métastable qui pourrait exister à plus grande profondeur et qui, à cause de ces paramètres thermiques différents, pourrait occuper un volume plus ou moins grand. Donc ça, c'est leur petit schéma. C'est qu'il y a donc à la fois des contraintes dues au redressement de la plaque, la plaque qui se plie et qui ensuite se redresse, qui va provoquer des contraintes compressives en haut de la plaque et de dilatation en dessous. Donc dans les deux cas, à peu près des mêmes grandeurs. Mais la différence entre Tohoku et le Hokkaido, c'est que plus profondément, vous avez une zone plus grande, plus développée d'olivine métastable que dans la région de Hokkaido où, disons, elle ne peut pas se prolonger à aussi grande profondeur. Alors comme l'olivine est moins dense que la phase spinelle dans laquelle elle se transforme, vous allez avoir des forces dues simplement à la gravité
qui vont, disons, plus ou moins compenser les forces qui tirent la plaque vers le bas, hein, et qui vont donner un régime plutôt de compression dans la zone de Tohoku, où il y a donc une plus grande région d'olivine métastable, et que dans la région de Kaido, etc. Et donc voilà ce qui pourrait expliquer. L'idée importante là, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder ce qui se passe donc dans la partie supérieure de la plaque, mais peut-être à grande profondeur. Il est important aussi de voir ce qui se passe en grande profondeur. Alors là, j'ai été voir un peu les modèles tomographiques, donc le modèle de Fukao et Obayashi 2013, que je vous ai montré déjà une fois, où si vous avez une coupe en profondeur de la surface à la limite noyau-manteau, où vous voyez, donc là c'est un peu plus au nord que Hokkaido, mais c'est à peu près que... non, ça c'est bien dans Tohoku, alors que ça c'est un peu plus au nord, mais vous voyez que la plaque ici s'étend sur la discontinuité de 660 km. Ici, la seconde ligne, c'est 660, la première, c'est 410, et la dernière, c'est 1000 km de profondeur. Alors qu'à Hokkaido, on a peut-être l'impression d'une plaque qui a tendance peut-être à s'enfoncer un peu plus qu'à 660 km de profondeur. C'est pas très très clair dans cette représentation, mais retenez simplement que quand on fait le bilan de l'état des contraintes dans la plaque, il faut sans doute aussi se préoccuper de ce qui se passe à grande profondeur. Donc ici, il parlait de la zone à 410 km et la langue d'olivine métastable, mais peut-être aussi, il faut peut-être aussi regarder ce qui se passe à plus grande profondeur. Alors, donc, je vous ai dit que l'idée que la déshydratation des roches qui s'enfoncent avec la plaque en profondeur pourrait être une cause au moins de l'existence de zones à faible vitesse, mais aussi de l'existence du fait qu'il y ait des séismes. Donc on va parler de ça plus profondément. Je vais d'abord parler des modèles de vitesse et de la question de savoir pourquoi les zones de subduction pourraient être hydratées. Et ensuite, on va parler de l'aspect plutôt séisme, c'est-à-dire est-ce que la déshydratation provoque des ruptures qui vont radier de l'énergie sismique ou non, et comment ça se passe. Alors, une observation, donc on revient un peu en arrière, une observation de Kirby et al. Était que, ici c'est maturité, donc la maturité thermique, voilà, c'est là que je le définissais, ici ça doit être un phi, c'est le même symbole qu'ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est la vitesse verticale de la plaque multipliée par l'âge de la lithosphère à la fosse. Et il avait étudié donc en fonction des différentes zones de subduction et les caractéristiques thermiques de ces zones de subduction définies par ce paramètre phi. Ils avaient dessiné en fonction du paramètre phi en kilomètres, puisque c'est des kilomètres par seconde multipliés par un âge qu'on peut mettre en secondes, donc ces valeurs ici assez grandes, et en fonction de la profondeur. Et il avait remarqué une dépendance très grande pour les séismes de profondeur intermédiaire en fonction du paramètre thermique, donc avec une augmentation très rapide lorsque le paramètre thermique augmente, donc soit que l'âge de la plaque augmente, soit qu'elle va plus vite. Et donc, il avait proposé que peut-être, disons,
la croûte océanique, qu'on sait être... je me suis trompée, ce n'est pas la dorsale, c'est la fosse qu'il faut écrire ici. Juste avant la subduction, donc au moment où elle rentre dans la fosse, les contraintes sont telles, la déformation est telle que la croûte de la plaque est fracturée et donc l'eau peut s'infiltrer. L'eau, puisque c'est une plaque océanique, donc il y a de l'eau au-dessus de la plaque, va s'infiltrer dans la croûte et va donner lieu, va ensuite, quand elle va aller à plus grande profondeur, à une certaine pression et température, elle va vouloir se déshydrater et la profondeur de déshydratation va dépendre de l'état thermique de la plaque. Ça va aller plus, elle se déshydratera à de plus grandes profondeurs pour des plaques plus froides, plus anciennes, que dans des plaques plus jeunes où cette sismicité va atteindre des profondeurs moins grandes. Donc ça, c'était cette proposition de Kirby. Alors, que les plaques soient hydratées, ça a été montré un peu plus directement, enfin, qu'il y ait de l'hydratation associée avec les zones de subduction, je devrais dire plus précisément, a été montré de manière assez spectaculaire par Kawakatsu et Watada, qui ont, je vous ai montré déjà une coupe comme ceci, c'est une espèce disons, de coupe sismique, de réflectivité sismique qui est rendue possible par la densité de stations au Japon, qui, donc, comme je vous l'avais dit, avait été installée à la suite du séisme de Kobe de 1995. Et donc, ce genre de coupe, ce qu'elle montre, c'est qu'elle montre les plans sur lesquels, ou les surfaces sur lesquelles les ondes sismiques vont pouvoir se convertir d'une onde P en une onde S, très spécifiquement, et qui vont donc renseigner sur des horizons qui vont correspondre soit à des augmentations de vitesse avec la profondeur, soit à des diminutions de vitesse avec la profondeur. Alors, le code de couleur, c'est des augmentations, quand on va de la surface vers la profondeur, quand on rencontre une augmentation de vitesse, on va voir des couleurs rouges, et on va pouvoir contraindre le contraste des vitesses, ici de vitesse d'onde S, à travers cet horizon. Et par contre, des vitesses qui vont de plus rapide à moins rapide vont être manifestées par des couleurs bleues. Et ici, donc, c'est le contraste de vitesse, l'échelle du contraste de vitesse. Alors ça, c'est ce qu'il a observé. Donc, vous avez la zone de subduction qui plonge ici du Japon, celle au-dessous du Japon. Et ça, c'est l'interprétation. Hein. Donc, on a dans le fond, disons, les données sismiques et leur interprétation ici, où ils interprètent donc d'abord les couleurs bleues ici qui correspondent à une diminution de vitesse. Correspondrait bien au haut de la croûte océanique, parce qu'on passe du manteau à la croûte océanique, donc on va avoir des vitesses plus rapides ici et des vitesses plus lentes ici, hein, donc couleur bleue. Et ensuite, en dessous, les couleurs rouges ici, c'est une augmentation de vitesse, c'est la limite croûte-manteau ou le mot océanique, qui donc est le changement entre la croûte océanique et la partie mantélique de la plaque. La plaque est à une épaisseur plus grande ici, comme ça. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est donc cette zone ici, rouge, qu'ils interprètent comme étant une couche de serpentinite, donc de roches hydratées, donc ils l'interprètent comme étant au-dessus de la plaque, hein, qui est au-dessus du mot. Et ça a été, disons, une des premières confirmations de la déshydratation liée à la subduction de la plaque, mais encore une fois, pas forcément très profond dans la plaque, mais juste à sa surface, qui hydrate la région mantélique, le coin mantélique ici au-dessus,
et en particulier facilite la fusion partielle qui donne lieu aux volcans qu'on voit donc vers 100 km de profondeur dans les zones de subduction, hein, donc l'arc insulaire avec ces volcans dans cette zone. Ça, c'est juste une petite carte pour montrer où ont été prises ces coupes. Alors, donc, parlons de la déshydratation de la serpentine. Donc, la serpentine, c'est une forme hydratée de l'olivine obtenue par un processus métamorphique de basse température. Les réactions correspondantes font intervenir les deux formes d'olivine, donc la fayalite, qui est l'olivine 100% de fer, et la phosphérite avec tout en magnésium. Et les roches du manteau sont donc ont une certaine proportion de magnésium et de fer, en général beaucoup plus de magnésium que de fer. Fer, disons, correspond à environ pas plus de 5 à 10% de la quantité de magnésium. Et donc, mais on a ces réactions différentes. Donc, si on rajoute de l'eau à la fayalite, on obtient la magnétite, ici l'oxyde, et de l'hydrogène. Et la phosphérite réagit avec l'oxyde ici, en rajoutant et de l'eau, pour donner la serpentine, qui est donc une forme hydratée, de silicate hydraté ici de magnésium. Il y a aussi une autre réaction directe donc, de la phosphérite avec l'eau, qui donne aussi de la serpentinine et de la brucite. Alors, la serpentine existe sous différentes formes cristallines. L'antigarite est celle qui va nous intéresser puisqu'elle est stable à haute température supérieure à 350 degrés Celsius. Et l'autre, c'est la lizardite, qui est plus couramment rencontrée. Les deux formes sont des formes cristallines différentes, mais toutes avec peu de symétrie. Donc, alors, nous parlerons plus tard, si j'ai le temps encore aujourd'hui, d'une expérience dès les années 60 de Raleigh et Patterson qui ont étudié le comportement mécanique de la serpentinite, qui est donc la roche qui contient la serpentine, donc, dans le contexte de la genèse de massifs montagneux. Mais pour l'instant, regardons qu'est-ce qui se passe donc, dans les zones de subduction. Alors, cette étude de Peacock de 2001 a donc voulu regarder de manière plus précise la structure thermique de la plaque et à y replacer la sismicité. Et donc, on voit que la zone de sismicité supérieure correspond correspond aux parties supérieures de la plaque. C'est moins controversé. L'idée qu'elle pourrait être hydratée est moins controversée. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la zone inférieure, ici, qui donc correspond à des températures à 100 km, ici c'est 100 km, de l'ordre de 550 à 800 degrés, et à 160 km, on voit que cette zone a l'air de revenir un peu plus près de la surface et rejoindre la zone supérieure, et donc de traverser les isothermes et d'avoir lieu dans un domaine de température un peu inférieur. Il constate que cette zone de sismicité inférieure correspond au domaine où se déshydrate l'antigorite, donc la forme stable de l'olivine hydratée donc à haute température, qui se déshydrate pour donner de la phosphérite, un statite et de l'eau. Et donc il propose que l'hydratation par fracturation de la plaque océanique, qui pourrait avoir lieu surtout donc près de la fosse, peut affecter aussi la partie supérieure du manteau dans laquelle se trouve cette zone de séisme
inférieure et donc qui pourrait aussi expliquer cette zone de séisme. Donc ça. Alors ici simplement pour vous montrer le diagramme de phase de l'antigorite qui a donc été étudié dans les années 90. Ici c'est un dessin d'un article de Omori de 2002 montrant les différentes transitions de phase. Donc l'antigorite ici à relativement basse température et relativement basse profondeur profonde. La profondeur ici va vers le haut, hein, le plus profond vers le haut. Et donc la transition de phase, suivant le domaine de profondeur, c'est-à-dire le domaine de pression, on va avoir des transformations différentes de déshydratation. Donc on reparlera peut-être plus tard, si j'ai le temps, de cette phase A qui est présente, qui est encore une phase hydratée, mais un produit de déshydratation de l'antigorite à plus grande profondeur. Ici, ce dessin a été fait par Omori pour montrer que la zone où ont lieu les séismes de profondeur intermédiaire, qui sont indiqués ici par ces symboles noirs, correspond assez bien à la zone où se déshydrate l'antigorite qui est marquée par ces lignes. Donc ici, c'est les compositions chimiques de ces différents minéraux. Ici, l'antigorite c'est à peu près la même composition que celle que j'ai montrée dans l'autre diapo. Alors, donc Peacock raisonne que la serpentinite contient beaucoup d'eau. Elle peut contenir 13% en poids d'eau et que c'est le minéral le plus important parmi les roches ultramafiques, qu'elle est stable à haute température. Et donc, il suggère qu'il pourrait y avoir un réservoir important d'eau transporté par les zones de subduction qui pourrait être non seulement la croûte, mais s'étendre dans le manteau et donc impliquer des volumes beaucoup plus importants. Alors ceci, c'est important non seulement quand on s'intéresse à l'étude de la sismicité, mais aussi quand on s'intéresse au bilan de l'eau à l'intérieur du manteau. Et nous allons voir ça en un peu plus de détails. Alors, il propose que cette hydratation se produit, que l'hydratation de la plaque, qui va ensuite se déshydrater, se produit juste avant la fosse, hein, donc lorsque la zone de subduction arrive dans la fosse, et qu'à cet endroit-là, il y a des grandes failles normales qui sont formées par l'effet du pliement de la plaque, et que ces grandes failles normales pourraient atteindre 25 km de profondeur. Et comme c'est montré par l'existence de séismes assez forts dans cette région de la plaque, hein, donc avant la subduction, il y a aussi des séismes en faille inverse très gros, comme celui de Sumba de 1977, de magnitude 8,3, qui pourraient, disons, atteindre une profondeur de 50 km et donc permettre éventuellement l'apport d'eau dans la plaque. Alors, il suggère même que les séismes plus profonds, donc même à plus grande profondeur, hein, donc on y reviendra peut-être, pourraient être dus à des déshydratations de minéraux hydratés qui sont stables à plus grande pression, donc plus grande profondeur, que l'antigorite, donc la phase A. Alors, au suivi de ces suggestions, donc, qui étaient un peu spéculatives, ont suivi des études plus détaillées de la pétrologie, donc de la structure pétrologique des plaques en subduction, avec une étude qui a fait pas mal de bruit par Acker et al., qui ont regardé en détail quels étaient les minéraux qui pouvaient exister dans différentes zones de subduction. Ici, on contraste le Japon et l'Amérique centrale. Hein, donc, le Japon, c'est inversé. Hein, la plaque, elle va par là, mais pour ce dessin, ils l'ont dessiné dans cette direction-là, avec la croûte de la plaque au-dessus, le coin mantélique et la lithosphère, donc mantélique dans la zone de subduction, dans la plaque de subduction, avec, vous voyez, une succession de minéraux
qui pourraient exister à différentes profondeurs et dans différentes plaques qui se distinguent par leurs paramètres thermiques, leur état thermique. Donc ça a inspiré aussi beaucoup d'autres études. Ce qui était clair, c'est que la partie crustale correspond bien à une zone à faible vitesse qui pourrait bien correspondre elle-même à la déshydratation de la croûte. Alors ici, c'est un exemple, encore une fois, de réflectivité. C'est deux exemples, une en Alaska. Ici, c'est la carte correspondance. Ici, vous voyez, c'est l'Alaska par ici, l'Amérique du Nord, le reste, les États-Unis sont par ici. La coupe représentée ici en A, c'est cette coupe-là. Et les points noirs sont les séismes, donc de profondeur intermédiaire, ici l'interprétation de cette coupe. Donc encore une fois, on voit ici une diminution de la vitesse, donc un horizon de diminution de vitesse puis d'augmentation de vitesse qui correspond bien à la croûte et interprété en termes des minéraux qui peuvent exister, ça correspond bien à ce à quoi on s'attend dans la croûte océanique. Ça disparaît à une certaine profondeur au moment où cette croûte océanique s'est déshydratée, s'est transformée dans une phase qui est stable à plus grande profondeur, elle est clogite. Et donc ici, c'est donc dans la région des Cascades, donc dans l'ouest des États-Unis, où vous avez aussi une zone de subduction qui, elle, est plus jeune que celle du Pacifique, et aussi avec convergence plus lente. Et là, vous avez remarqué que cette zone affecte des profondeurs moins grandes, et donc, encore une fois, interprétée comme une zone hydratée de la croûte qui ensuite se déshydrate et se transforme en éclogite, donc qui n'est plus hydratée. Et donc une confirmation, au moins en ce qui concerne la partie crustale. Alors, voilà, et donc une des conclusions, c'est que l'éclogitisation, donc la transformation de la croûte en éclogite, dépend de la structure thermique de la plaque, comme on contraste ici ces deux plaques d'âge différents et de vitesse de convergence différentes. Alors, entre-temps, on a bien sûr pu faire des études dans différentes régions avec des réseaux sismiques de plus en plus sophistiqués et performants dans toutes les régions. Et donc cette étude ici en 2007 de Brudzinski et co-auteurs regarde ces zones de séisme double, donc de sismicité double, il les compare entre différentes régions. Et dans certaines régions, il est possible de faire une étude très précise en relocalisant ces deux, horizons de sismicité supérieure et inférieure de manière très précise, comme ici, utilisant des méthodes performantes de localisation qu'on appelle la méthode des différences doubles, qui permettent de s'affranchir du modèle de vitesse qu'on ne connaît pas forcément, donc très complexe, très hétérogène dans ces régions. Le modèle de vitesse, donc modèle élastique de cette région. Ça, c'est pour comparer que ce qu'on peut obtenir si on fait une relocalisation globale. Ici, c'est avec un catalogue local, global, et puis un catalogue ordinaire. Et alors, dans certaines régions, on n'a accès qu'à ce catalogue-là. Mais on arrive quand même à distinguer ici les deux zones de sismicité, la zone supérieure et la zone inférieure, très bien manifestées ici. Donc on est maintenant, ça c'est la profondeur et la distance. On s'est mis dans le référentiel de la plaque. Donc la distance, c'est le long de la partie supérieure de la plaque. Mais on distingue quand même bien dans un catalogue global
relocalisé, c'est-à-dire c'est une étude qui permet d'avoir des localisations plus précises des tremblements de terre, et même un catalogue préliminaire comme celui-ci, c'est le catalogue de l'US Geological Survey, on arrive quand même à voir les statistiques de séisme qui permettent de distinguer les deux plaques. Alors donc, ils ont pu faire une étude globale et ils ont constaté que s'ils alignent ces histogrammes montrant les pics de sismicité en fonction de la profondeur, s'ils les alignent en fonction de l'âge de la plaque en subduction, alors ça, ces lettres indiquent les différentes régions étudiées, et donc les âges correspondent à des âges très jeunes, de 12 millions d'années, allant jusqu'à 160 millions d'années d'âge. Ils constatent que la séparation entre ces deux zones augmente avec l'âge de la plaque très, très clairement. Elle va de quelque chose qui est de l'ordre de 8 km d'épaisseur, disons de séparation entre les deux, jusque vers 20-25 km de séparation. Alors, ils en concluent, vu que c'est une étude globale qui comprend toutes les zones de subduction et toutes indépendamment de leurs paramètres thermiques, que quel que soit le mécanisme général qui engendre ces zones de double séisme à profondeur intermédiaire, ce doit être indépendant du régime de contrainte, du régime de contrainte et de la température de la plaque. Donc, disons, il faut trouver une explication un peu universelle pour toutes ces observations. Alors à l'époque, il y avait la discussion de savoir si c'était la déshydratation de l'antigarite ou d'autres minéraux, mais ils montrent par des calculs donc pétrologiques que cette séparation, donc ici on montre la séparation des deux zones de subduction en fonction de l'âge de la plaque, c'est la même chose qu'ici, mais maintenant c'est dessiné un peu à une échelle différente, que cela correspond plus à, si c'est la déshydratation, ce serait plutôt la déshydratation de l'antigorite qui jouerait. Alors, donc la question qui se pose, c'est est-ce que les plaques peuvent s'hydrater? Jusqu'à quelle profondeur est-ce qu'on peut atteindre les profondeurs du mantélique, donc non seulement les profondeurs superficielles, qu'on peut imaginer que l'eau effectivement rentre par les failles à une certaine profondeur, mais peut-être pas jusqu'à des profondeurs plus grandes que l'épaisseur de la croûte qui est de 5 km. D'environ 5 km, 5 à 10 peut-être. Donc je vous rappelle ce petit schéma. Où est-ce que la plaque aurait pu être hydratée? Elle aurait pu être hydratée au moment de la formation de la plaque par l'interaction de la matière chaude qui forme la plaque avec l'eau océanique et disons, il y a au niveau des dorsales océaniques, il y a beaucoup de circulation hydrothermale qui aurait pu hydrater, mais quand on fait des calculs, ce que ça pourrait donner, on n'arrive pas à ce que ce processus explique la quantité importante de déshydratation qui pourrait, ou la quantité importante d'hydratation qui pourrait donner lieu ensuite à la déshydratation en profondeur. Il y a eu une proposition qui est que l'eau pourrait être apportée par les panaches mantéliques, non dessinés dans cette coupe, mais les panaches mantéliques, il n'y en a pas sous toutes les plaques. Or, dans le schéma que je viens de vous montrer de Brudzinski, toutes les plaques se comportent à peu près de la même manière, et donc cette idée d'apport de l'eau en dessous par les panaches mantéliques a vite été donc rejetée. Et donc il reste ce qui se passe donc au moment où la plaque plonge dans la zone de subduction et donc dans la fosse avec, disons, ces contraintes d'extension qui permettent le pliage de la plaque, qui vont ouvrir des failles normales et donc permettre l'infiltration d'eau, mais encore une fois, à quelle profondeur? Alors, donc, s'en est suivi des études détaillées donc, au moyen de campagnes à la mer, donc
de campagnes de sismicité avec, disons, des méthodes actives, des méthodes où on fait exploser des sources sismiques et on observe, on met des capteurs le long de lignes traînées par des bateaux et on enregistre disons les ondes sismiques qui permettent de regarder la structure en profondeur. Et donc cet article ici de Ranero en 2003 a étudié la zone donc, de Centramérique, au Costa Rica. Ici, vous avez l'Amérique centrale. Le carré ici correspond à la zone indiquée ici. Et donc, vous voyez ici la bathymétrie avec la fosse indiquée par les couleurs mauves, la fosse très profonde ici, le long, et donc la plaque qui vient ici, les flèches indiquent la segmentation de la plaque, mais aussi la direction de convergence de la plaque, des deux plaques. Et donc la zone de subduction commence ici à la fosse. Et on voit déjà dans la bathymétrie ces linéations, ces déformations en amont de la zone de subduction qui donc semblent être alignées avec la fosse, qui manifeste cette déformation liée au début du pliement de la plaque qui va plonger dans le manteau. Il y a aussi dans ces zones des anomalies magnétiques dont le pendage n'est pas vraiment parallèle à la fosse, mais avec des une inclinaison pas très forte par rapport à celle-ci. Donc, regardons. L'idée, c'est que au moment de l'entrée de la plaque de subduction, de la plaque sous l'Amérique centrale ici, on a un phénomène de réactivation de failles, des failles qui sont de celles parmi les failles qui sont parallèles ou quasi parallèles à l'axe de pliure de la plaque, qui va favoriser la réactivation et la création de nouvelles failles normales, donc avec un axe parallèle à la fosse. Donc ça, ce sont des recoupes sismiques le long des deux lignes montrées précédemment. Donc ici une ligne où ils ont acquis des données, ligne 39 ici, ligne 41 ici. Et bien sûr, il y a pas mal d'interprétations à faire. D'abord, on voit les sédiments, on voit la zone de sédiments ici. Donc ça, c'est en fonction de la profondeur, qui est indiquée ici en fonction du temps de parcours des ondes qu'ils récupèrent dans leurs enregistrements. On voit les sédiments. Ensuite, les ronds ici, les cercles indiquent leur interprétation de la limite entre la croûte de la plaque océanique et le manteau, et ensuite donc le manteau. Et alors, ce qu'ils voient, c'est des espèces de... Enfin, c'est un peu facile, enfin, c'est interprété, mais quand on regarde un peu en biais, on voit des zones inclinées ici qui ont l'air de traverser le Moho et continuer, donc non seulement être dans la croûte, mais aussi dans le manteau. Et donc c'est ça qu'il propose en disant qu'il y a des failles actives qui accommodent la déformation de la plaque et qui se prolongent jusque dans le manteau. Donc, il propose que la percolation de l'eau dans ces failles peut être le mécanisme dominant d'hydratation de celle-ci, et non seulement l'hydratation de la croûte, mais aussi de la partie très supérieure du manteau. Alors, pour un peu confirmer ceci, une étude complémentaire des mêmes auteurs, en tout cas le premier auteur est le même, mais donc ici toujours en Amérique centrale, ce rectangle rouge ici correspond
à la zone indiquée ici. Ils vont comparer les mécanismes au foyer et les orientations des plans de faille des séismes donc dans la zone de la plaque avant la subduction et des séismes de profondeur intermédiaire. Alors ici, ce qu'on voit, c'est donc ces mécanismes au foyer de failles normales ici, les failles normales donc avant l'arrivée de la plaque dans l'enfoncement de la plaque dans la zone de subduction. Et ça, c'est les profondeurs donc dans la plaque de la partie du haut de la plaque, hein, qui s'enfonce obliquement vers le nord-est. Et donc ici, les séismes de profondeur intermédiaire vers 100 km de profondeur, indiqués par des mécanismes qui ont bien l'air d'être des mécanismes en compression. Ce qui les intéressait, c'était de l'orientation des plans nodaux pour conforter leur hypothèse que c'est la réactivation de ces failles, donc formées près de la surface, qui vont donc descendre avec la plaque en profondeur et qui vont être réactivées au moment de la déshydratation. Et donc ici, il compare l'orientation, donc ça c'est par rapport au nord, je crois, des plans nodaux des séismes de failles normales superficielles, donc ces séismes-là, et ceux des séismes de profondeur intermédiaire après rotation pour tenir compte du pendage de la plaque. Et donc il constate un accord assez bon entre les deux et ils en concluent que c'est tout à fait possible que ces séismes de profondeur intermédiaire correspondent à une réactivation de ces failles normales de la surface. Et donc il propose un modèle conceptuel avec donc hydratation de la plaque en amont de la fosse ici, avec des failles qui traversent la croûte et donc les sédiments, puis la croûte, puis le manteau, et certaines vont un peu plus profond que la croûte, et on le voit ici en grande profondeur, et donc vous avez successivement la déshydratation des sédiments, puis de la croûte, et la déshydratation de la partie du manteau. Alors, donc cette hypothèse a bien intéressé et encore récemment, il y a des études qui essayent de s'intéresser à ce genre de possibilités. Ici, en voilà une en 2015 de Shillington qui ont fait donc aussi une étude sismique active, mais cette fois-ci en Alaska, dans une région très hétérogène où les plaques en amont de la fosse, donc la plaque cette fois-ci plonge vers le nord-nord-ouest, sous l'Alaska et les Aléoutiennes, et les îles Aléoutiennes, et on voit ici des anomalies magnétiques dans les plaques qui changent de direction. Dans la partie est ici, elles sont plus ou moins normales à la fosse, et dans la partie est ici qui correspond à ce Shumagin Gap, c'est un gap sismique, c'est une région où il n'y a pas eu de très forts séismes. Ici, ce sont les séismes superficiels, mais ce sont les séismes de rupture entre la plaque en subduction et le manteau et la croûte supérieure, qui sont les zones de très très forts séismes dont j'ai parlé l'année dernière. Mais donc, ces séismes superficiels, on n'en parle pas ici. Mais donc, dans cette région-là, les anomalies magnétiques donc, sont orientées différemment, plus ou moins parallèles à la fosse. Et il constate, en comparant avec la sismicité, que cette zone ici, la zone plutôt, donc ce qui correspond à cette région de Sémidi, correspond à une zone où il y a moins de séismes, aussi bien moins de séismes dans la plaque, aussi bien en faible profondeur qu'à plus grande profondeur. C'est ici représenté
de manière différente en fonction de la longitude. Tout est montré en fonction de la longitude ici. Ici, le nombre de séismes observés dans différents domaines de profondeur. En bleu, les séismes peu profonds, ensuite les profondeurs intermédiaires de 50 à 100 km et les profondeurs intermédiaires mais plus profondes en rouge, ici. Et on voit qu'il y a cette zone de sismicité moins forte qui semble correspondre à, disons, une structure de la plaque acquise avant la subduction, en particulier l'orientation des structures internes de la plaque, comme indiqué par exemple par les anomalies magnétiques, les structures préexistantes qui sont manifestées ici par la différence d'orientation par rapport à la fosse, hein, qui est donc quasi parallèle à la fosse dans cette région-là et d'orientation beaucoup plus perpendiculaire dans cette région-là. Et donc, leur conclusion, c'est que la sismicité de profondeur intermédiaire dans la plaque dépend non seulement de la structure thermique de la plaque, qui est plus ou moins la même donc, dans toute cette région, mais aussi disons, de ces structures préexistantes dans la croûte, au moins dans la croûte, sinon dans la lithosphère de la plaque avant la subduction. Donc voilà, les séismes intermédiaires sont plus nombreux là où la texture de la plaque en amont de la fosse est alignée avec la fosse, hein, cette région-là, que dans la région et qui vont favoriser l'hydratation de la plaque. Et donc cette fragilisation par déshydratation qui se produit ensuite à profondeur intermédiaire dépend des hétérogénéités existantes. Alors ceci, c'est toujours la même étude. Ils montrent ici ensuite, donc ça c'est leur coupe, disons, donc montrant les structures observées donc à partir de leur sismique réflexion. Mais ils ont aussi fait une étude tomographique, comme montré ici donc en coupe en fonction de la profondeur. Donc c'est les profondeurs superficielles, les premiers 25 km. Dans la région de Shumagin, où vous vous souvenez, les structures sont plutôt parallèles à la fosse, et dans cette autre région un peu plus à l'est, où les structures sont plutôt perpendiculaires. Et ils disent qu'on voit dans cette région si des vitesses d'onde P diminuées, hein, des vitesses d'onde P des vitesses plus lentes qu'on n'observe pas de la même manière dans cette région-là. Ils interprètent ça en disant que cette région-là est plus hydratée, parce que l'hydratation va se refléter dans les vitesses sismiques comme une réduction de vitesse. Le problème avec ça, c'est que les réductions de vitesse, on peut en avoir par hydratation, mais il y a d'autres possibilités, d'autres sources possibles, simplement même des effets de température qui vont aussi réduire les vitesses. Et en fait, pour pouvoir distinguer et regarder plus à fond si ça provient d'hydratation, il faut regarder aussi les vitesses des ondes S, qui n'a pas été fait dans cette étude en particulier. Et en effet, c'est le rapport de la vitesse des ondes P et des ondes S qui va nous renseigner le plus sur l'hydratation et en fait la porosité à travers le coefficient de Poisson qui est défini de cette manière-ci, en fonction qui dépend des vitesses des ondes sismiques de cette manière-là. Et on peut voir que ce coefficient est égal à 0 pour un rapport VPVS de racine de 2, qui n'est pas loin de... Et par contre, pour un liquide, c'est-à-dire pour une vitesse des ondes S nulle, on va avoir un sigma de 1,5. Donc, et dans le cas des roches de la croûte, on observe en général un rapport de l'ordre de 1,8, donc un peu plus fort qu'ici, qui correspond à un coefficient de Poisson de 0,28, donc à mi-chemin donc entre le 0 et le 0,5. Et donc, plus ce coefficient de Poisson va être élevé, c'est-à-dire les vitesses
des ondes S peuvent être plus réduites que les ondes de vitesse des ondes P, donc le rapport va augmenter, plus on se rapproche d'un cas de fluide. Donc plus on va avoir soit de fusion partielle, soit d'hydratation. Et un fort sigma peut indiquer une forte porosité si on considère un modèle avec des fissures allongées, des fissures aplaties, donc qui ont un rapport entre les deux axes, si on les représente par des ellipses. Les deux axes ont des dimensions différentes, très différentes, ou la présence de fluides. Alors encore une fois, les fluides, ça peut être de la fusion partielle, ça peut être de l'hydratation, etc. Alors, une autre étude, encore une fois, donc, montrant, cette fois-ci, faisant l'effort d'essayer d'extraire aussi des vitesses d'onde S. Ici, dans la zone au sud-est de Hokkaido, donc ici encore le Japon, l'île de Hokkaido. Et donc ils ont fait une étude sismique, ils ont qui avec enregistrement donc sur tout ce trajet-là, ils vont regarder la structure de la plaque. Plus on se rapproche de la fosse, qui est indiquée ici par les couleurs violettes. Et on voit ici, ça c'est la topographie du fond marin, dans la bathymétrie. On n'est pas tout à fait dans la fosse. Le fond de la fosse est à peu près ici, mais on voit ce bombement juste avant l'entrée dans la fosse et donc la fosse plus profonde de ce côté-là. Alors ça c'est un peu compliqué. On va essayer de regarder quand même l'essentiel. Donc ils ont fait des modèles tomographiques des données enregistrées. Donc ça va être des coupes le long de cette campagne, de cette zone de campagne où ils ont enregistré des données sismiques. Et donc ils partent d'un modèle à couche et par inversion ils obtiennent un modèle un peu plus compliqué de 3 dimensions. Donc ils ont fait 2 modèles pour les ondes P, un à 3 couches et un à 4 couches pour voir un peu ce qui se passe, s'ils peuvent voir ce qui se passe dans le manteau. Ça, c'est ce qu'on appelle un test, c'est un test synthétique de damier. On introduit une structure synthétique, une structure supposée, et on voit ce que ça donne en la faisant passer par l'inversion. Et si on récupère bien le damier, c'est qu'on a une bonne résolution des structures. Et donc ici, en P, on voit qu'ils ont une relativement bonne résolution des structures au-dessous du MO, le MO, c'est-à-dire la limite croûte-manteau qui se trouve à peu près à cette profondeur-là. Mais ils ont aussi les ondes S. Par contre, ils n'ont pas beaucoup de résolution au-dessous dans le manteau pour les ondes S. Vous voyez, leur damier n'est pas bien récupéré quand ils font leurs tests synthétiques. Mais donc c'est ça le plus intéressant, c'est les variations des ondes P qu'ils observent, qui changent depuis l'est depuis le sud-est jusqu'au nord-ouest. Donc plus on se rapproche de la fosse, ils voient une diminution des vitesses à peu près uniformément sur toute la croûte. Et par contre, ils voient aussi la même chose, une diminution de la vitesse des ondes S quand ils se rapprochent de la fosse. Donc ils calculent le rapport Vp sur Vs, c'est un peu délicat à faire, puisque les modèles sont obtenus indépendamment, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ils voient aussi une variation du rapport Vp sur Vs qui augmente quand il se rapproche ici du zéro qui est presque à la fosse. Et ça, on est ici dans la croûte. Vous voyez, le domaine de profondeur est ici de 0 à 6 km, ici de 0 à 10 km, et il ne s'aventure pas beaucoup à plus grande profondeur, puisqu'ils n'ont pas vraiment de bonne résolution en S. Mais disons qu'ils voient bien dans la croûte cette diminution ou cette augmentation du rapport Vp sur Vs
qui peut se traduire par une hydratation de plus en plus importante donc de la partie superficielle de la croûte à mesure qu'on se rapproche de la fosse. Alors, donc, ils en concluent que la croûte et le manteau supérieur sont de plus en plus hydratés. Par contre, leur conclusion sur le manteau supérieur est uniquement basée sur les ondes P, qui, comme je l'ai dit, n'est insuffisant pour vraiment arriver à cette conclusion. Alors ensuite, il y a un peu des fanatiques qui, j'exagère, c'est pas gentil de dire ça, mais des convaincus, disons, de l'idée de l'hydratation de la croûte, de l'hydratation de la croûte et de la lithosphère, qui ont étudié aussi ça d'une façon différente. Ils ont regardé la dispersion des ondes P provenant des séismes intermédiaires. Donc, ils ont des séismes intermédiaires sous Hokkaido qu'ils observent à des stations ici, c'est les points jaunes, et ils ont des ondes donc, qui vont se propager dans la zone de subduction et arriver aux stations. Et ce qu'ils observent, ils ne sont pas les premiers à observer ça, mais ils observent qu'ils ont l'arrivée des premières ondes P, et ensuite ils ont ce qu'on appelle une coda importante, donc des ondes dispersées qui sont de plus haute fréquence. Ici, c'est un diagramme temps-fréquence qui montre la fréquence du contenu fréquentiel des ondes en fonction du temps. Donc la première arrivée ici, puis ça, c'est les ondes qui arrivent derrière. Et d'assez grande amplitude, ces ondes de plus haute fréquence. Et pour modéliser ça, ils montrent qu'ils ne peuvent pas le modéliser par un simple modèle à deux couches, comme les anciens modèles de Hasegawa, où je vous avais montré qu'il y avait une couche de vitesse lente et une couche de vitesse plus rapide donc dans le reste de la plaque, mais qu'ils ont besoin d'introduire des éléments diffusants, des scatterers en anglais, pour permettre la production de ces ondes, de cette coda. Et là, ils comparent un sismogramme observé avec un sismogramme calculé dans leur modèle préféré. Et bon, ils observent que ça colle pas mal, aussi bien en temps de propagation qu'en amplitude des ondes. En rouge, le synthétique, en bleu, l'observé. Donc, ils proposent un modèle comme ça, avec des plans de failles, donc dans la continuité de l'idée de réactivation des failles au cours de la subduction, avec des plans de failles inclinés. Un modèle comme ceci qui permet donc d'engendrer ce genre de coda dans le... Et donc il y a un modèle ici, on voit par en dessous la propagation des ondes, mais on voit à peine ce qui se passe. Et donc, par contre, les modèles simples de vitesse lente et de vitesse à couche, les modèles de vitesse à couche ne permettent pas de voir une telle coda. Et donc, encore une fois, leur modèle. Alors, ils modélisent ça avec un modèle statistique, avec des fluctuations autour d'une vitesse d'onde P moyenne, et donc interprètent ça en introduisant les ondes de faille de 2 à 3 km de largeur, où la vitesse serait très diminuée, 12 à 15% plus lente que le manteau environnant, avec un pendage de 25 degrés par rapport à la surface de la plaque. Et donc, ils interprètent ça comme évidence d'hydratation, une hydratation forte, 17 à 31% de serpentinisation, qui correspondrait à 2 à 3,5% en poids d'eau, qui est considérable. Et alors, quand ils évaluent le volume d'eau ou la masse d'eau à quoi ça pourrait correspondre par mètre d'arc, donc le long de la surface, ils arrivent à 170 à 320 téragrammes par million d'années d'eau par mètre d'arc. Quand ils extrapolent globalement,
ils arrivent à la conclusion qu'il pourrait y avoir 3,5 océans d'eau réincorporés dans le manteau par la subduction si on intègre sur l'âge de la Terre. Donc c'était considérable. Bon, ensuite, ils ont un peu modéré ces conclusions en regardant dans une autre région, au nord du Chili, où on a une plaque plus jeune. Et là, bon, je passe les détails parce que je vois que le temps passe, mais ils observent aussi une coda importante à certaines stations. Ici, c'est ces deux stations-là, PB06 et LVC. Donc, c'est des séismes. Vous voyez, les séismes sont ici. Les stations-là, ils voient des ondes qui partent des séismes et arrivent aux stations. Et certaines interagissent avec la plaque et donnent cette coda. Et pour expliquer ça, ils ont un modèle similaire, mais cette fois-ci, la serpentinisation est moins importante et donc ils obtiennent un ordre de grandeur plus faible de masse d'eau incorporée de cette manière-là dans le manteau. Ils ont conclu qu'en fait il y a des variations importantes dans le monde et que bon, sans doute 3,5 volumes d'océan c'est peut-être un peu trop, mais on peut diminuer ça plutôt à 1 ou 2 volumes d'océan actuels incorporés dans le manteau, qui sont encore des chiffres qu'on avance actuellement dans certaines études. Mais l'autre conclusion, c'est que les plaques plus jeunes, comme la plaque en Amérique du Sud, la plaque Nazca, transportent moins d'eau dans le manteau que les vieilles plaques. Alors, je voudrais, comme on a commencé un peu tard, je voudrais terminer quand même par une étude qui va un peu, relativiser ce genre de conclusion, qui est basée sur d'autres types d'informations qui sont fournies par des campagnes de mesures électromagnétiques. Ici, une campagne électromagnétique récente de Naïf, 2015, sur la plaque COCOS, qui donc avait été étudiée précédemment et réétudiée avec l'évidence pour une structuration parallèle à la fosse, on en a déjà parlé. Et cette fois-ci, c'est une campagne électromagnétique où on mesure la résistivité électrique qui permet de faire l'imagerie ensuite en profondeur de la distribution des fluides et quantifier la porosité du matériau. Donc on traîne une antenne électrique dipolaire près du fond marin et on enregistre, on enregistre l'induction provoquée et donc le champ magnétique et le champ électrique et on en déduit la résistivité. Donc ces mesures de résistivité électromagnétique apportent des informations complémentaires et comme je viens de le dire, on mesure le champ électrique et le champ magnétique sur deux composantes horizontales et on en déduit des profils de résistivité. Donc très rapidement, voici leur profil de résistivité le long de leur profil de campagne électromagnétique. Ici, la fosse, donc on est en amont de la fosse. On voit d'abord des sédiments avec une résistivité très faible, donc une très forte conductivité électrique. Cette conductivité diminue donc avec la profondeur. La croûte est encore relativement conductive. Et ici, le manteau est très résistif. Donc la résistivité, c'est l'inverse de la conductivité. Mais on remarque une zone ici très proche de la fosse, avec des bandes, je ne sais pas si vous les voyez, c'est des bandes jaunes, donc des bandes de résistivité moins fortes que la moyenne en bleu, le long de petites bandes inclinées qui pourraient représenter la migration d'eau de mer dans les failles. Alors ici, il montre ça un peu plus gros en indiquant ces zones. On est dans la croûte, le Moho est plus profond, et sous le Moho, on ne voit rien de vraiment perceptible. Ça, c'est la résistivité électrique. Ensuite, on peut, par des calculs, en utilisant des lois appropriées, en déduire la porosité. Et encore une fois, on voit une porosité importante dans la partie supérieure de la croûte, mais très faible dans la partie basse de la croûte et dans le manteau. Donc,
ils constatent bien qu'il y a une augmentation du contenu en eau dans la croûte, dans la région de la fosse. Ils estiment ça à une augmentation de 60%, mais par contre, rien dans le manteau. Donc, et ils montrent que leur méthode a la résolution nécessaire, c'est-à-dire, par exemple, ici, c'est un test synthétique. Ils mettent un modèle où il n'y a pas de bande de conductivité plus grande dans cette zone de profondeur. Et quand ils inversent, ils ne récupèrent rien. Par contre, quand ils en mettent, ils peuvent les voir. Donc, si elles existaient, ils les verraient donc, dans les grandes profondeurs de la croûte. Et donc, bon, je vais conclure vite parce qu'il faudrait que j'arrête. Il constate que la quantité d'eau transportée par la croûte est plus importante que les estimations antérieures. Et donc, c'est possible que ça corresponde à de l'hydratation. Mais par contre, dans le manteau, c'est encore possible, mais sous des conditions particulières qui ne se manifesteraient pas dans les mesures électromagnétiques. Et de toute façon, ça indique que le flux transporté dans le manteau est en doute très faible. Donc on contraste ces deux points de vue qui persistent jusqu'à l'heure actuelle entre la possibilité d'hydratation donc, dans les fosses jusque dans les profondeurs du manteau, avec des constatations que cette hydratation n'est pas vraiment observée par d'autres types d'observations. Il y a d'autres observations intrigantes, je le reprendrai la semaine prochaine, mais la tomographie sismique, par exemple, montre des zones de faible vitesse correspondant à la croûte, en rouge ici, par exemple, on voit très bien ici, et ensuite une zone à faible vitesse correspondant à la zone inférieure de sismicité, mais entre les deux, il y a une zone de vitesse rapide. Et donc, on peut penser que ce serait quand même bizarre qu'on ait une hydratation qui diminue avec la profondeur. On s'attendrait à ce qu'on ait une augmentation régulière de l'hydratation avec la profondeur, alors qu'on voit plutôt deux bandes bien séparées par une zone de vitesse plus rapide. Donc, je vous laisse réfléchir à ça et on le reprendra la semaine prochaine. Merci.